situation brésilienne. Alors, pendant que je fais ça, on va vous passer à notre ami Jérôme, notre, comment on a dit, pas envoyé spécial, parce que c'est pas nous qui l'avons envoyé, mais voilà, notre correspondant. Écoutons ce qu'il a à dire pendant que je mets le bon lien à la page d'accueil. Salut la famille, donc ici on est en direct de Rio de Janeiro, Brésil, le 11 novembre à 11h du matin et 11 minutes d'ailleurs. Je vous présente le campement qui a été monté depuis la semaine dernière, qui grandit tous les jours. Donc des centaines de personnes sont en train de camper et voilà, on attend le dénouement des opérations. On a eu le rapport des forces armées hier sur les élections qui a été publié et rendu au tribunal électoral qui semble faire la sourde oreille. Donc le peuple ne va pas désemplir des rues. On est là. Les censures sur Telegram et sur toutes les chaînes et réseaux sont énormes. On ne peut pas du tout mentionner la fraude qu'il y a eu ici, c'est interdit. Mais de toute manière, on persévère jusqu'à la fin. Le week-end est prévu de grandes manifestations. Et le 15 novembre prochain, c'est le jour de la proclamation de la République ici au Brésil. Et probablement, on aura des grandes nouvelles d'ici là. Donc, je vous embrasse tous, la famille Décodeur, et à très bientôt, j'espère. Waouh, Jérôme ici, donc c'est le bon lien à la page d'accueil. Merci Jérôme pour ton témoignage. Ça bouge quand même en Brésil, ça avance. Les élections sont toujours pas finies là-bas, puisque le président il n'a toujours pas concédé. Pas seulement ça, mais l'armée est en train de dire à la Cour de justice qui s'occupe des élections, les gars, il y a un gros problème, et la Cour de justice qui est là, genre... Quoi ? Hein? Mais tu vas voir, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas que au niveau du Brésil qu'il y a une espèce de grosse omerta. Voilà, c'est ce qu'on voulait couvrir, enfin ce que vous voulez couvrir sur le sujet. Si tu veux bien zoomer un tout petit peu plus, Léo. Of course. Voilà, merci. Donc en fait, c'est ça la situation. Effectivement, les militaires se sont impliqués, ils ont fait une déclaration sur laquelle on va revenir. Alors si jamais vous lisez l'avis des médias mainstream, Lula s'est exprimé et il juge déplorable la demande d'un audit militaire. Voilà, déplorable. C'est pas un argument, mais voilà, c'est sa déclaration sur la question. Voilà, une forme d'indignation. On ne sait pas vraiment contre quoi il s'indigne, parce qu'a priori, il y a beaucoup de gens qui se lèvent contre cette fraude. Et le Washington Post nous informe un petit peu de la réalité de la situation. Le rapport des forces armées brésiliennes sur les élections ne révèle aucune fraude. Alors ça, c'est du côté des médias. Maintenant, du côté de la réalité, vous allez voir, c'est complètement différent. Si tu veux bien descendre un petit peu. Donc on vous a traduit le rapport des forces armées, c'est un petit communiqué qui est assez court. Bon, il était en portugais et puis on n'a personne qui parle portugais, donc c'est Dipel qui a fait la traduction. Donc normalement, on espère que c'est très fidèle comme traduction. Néanmoins, voilà ce qu'on peut lire sur ce rapport. Donc c'est les militaires qui disent: il n'est pas possible de garantir que les programmes qui ont été exécutés dans les urnes sont exempts d'insertions malveillantes susceptibles d'altérer leur fonctionnement. Donc ils disent: il n'est pas possible d'affirmer qu'il n'y a pas eu fraude. Par conséquent, le ministère de la Défense a demandé au TSE, donc le tribunal qui s'occupe de ça, de manière urgente de mener une enquête technique sur ce qui s'est passé sur la compilation du code source et une analyse détaillée des codes qui ont effectivement été exécutés dans les urnes électroniques. Donc d'un côté, tu as le Washington Post qui dit les militaires ont dit qu'il n'y a pas de fraude. D'un autre côté, tu as les 10 militaires qui disent il n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de fraude. On n'est pas capable on n'est pas dans la possibilité de l'affirmer. Donc on demande une enquête, et une enquête vraiment de détail, parce que là il s'agit d'aller vraiment faire un audit du code source. Qui a été exécuté, et donc voilà quoi, c'est pas un job de compter des bulletins, c'est vraiment un job d'aller mettre le nez dans le code et de voir un peu qu'est-ce que font ces machines, parce que bon, voilà, ça c'est un élément qu'il faut comprendre. Toute l'élection brésilienne se fait sur ordinateur, donc sur ces machines. C'est pas exactement le même principe qu'aux États-Unis, mais tout passe par ces machines. Donc la personne qui contrôle le code source de ces machines a tout pouvoir sur l'élection. Oui, et donc moi, ce qui attire mon attention, c'est en fait cette grosse différence de la part du Washington Post. Que les médias brésiliens disent il n'y a pas eu fraude, vous n'avez pas le droit de le dire, vous n'avez pas le droit de le dire, ça me paraît naturel de la part de médias aussi corrompus que ceux qu'on a ici. Mais le fait que le Washington Post s'implique à ce point à déformer la réalité, ça, je pense, confirme l'enjeu majeur de ces élections bien au-delà du Brésil en fait. Surtout dans le timing où on a aussi les midterms américaines qui sont en train de se dérouler. Voilà, donc ça c'était... on est en train de parler de ça par rapport au Brésil, pile au moment où il y a la fraude la plus ridicule dans l'histoire des élections,
qui s'est produit aux États-Unis et qui est toujours en cours. Parce qu'en fait, en gros, ils disent on n'a pas fini de décompter, alors qu'en réalité, ils n'ont pas fini de tricher. C'est ça que ça veut dire, en fait, concrètement. Alberich, je ne sais pas comment te lire, il dit j'ajoute le dernier poste de Q qui sonne faux et qui semble même nous détourner l'intention des midterms qui sont clairement décevants. Non. En fait, soyez bien conscients de ça. La vague rouge, elle a eu lieu. Gardez en tête la gigantesque triche qui a eu lieu et je vous invite à regarder les résultats malgré une triche ridicule où ils ont désactivé les postes de vote dans les endroits où ils étaient républicains. D'accord ? Ils ont bloqué. Les gens ne pouvaient pas voter à ces endroits-là. Malgré tout, regardez, peu importe comment ils détournent le problème, la carte, elle reste rouge majoritairement. Et concrètement, les démocrates ont gagné. Et vous savez comment ils ont gagné ? Sans avoir besoin de... Les républicains, pardon. Sans avoir besoin de sortir l'armée dans les rues. Sans avoir besoin qu'il y ait du sang qui coule. Sans avoir besoin qu'il y ait une division dans la population qui part en vrille parce que les militaires interviennent et ils pointent du doigt ce que la plupart des gens trouvent comme gentil. Vous comprenez ? Pas la plupart des gens, mais en tout cas encore une bonne partie. On a échappé à quelque chose de très 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 gros simplement grâce à cette vague rouge qui était tellement forte que même avec une triche de plusieurs jours, parce que ça fait maintenant 3 jours, 4 jours qu'ils comptent, et ils disent que ça va finir... pas prévu d'arrêter avant lundi, mardi, mercredi, quoi. Et malgré tout, regardez la carte. Donc la vague rouge et lieu ne tombez pas dans le piège des médias. Et non, pas seulement Q, il n'est pas en train de détourner l'attention des midterms, mais il est en train de parler de quelque chose que je vous ai dit au dernier live. La mort d'Evelyn de Rothschild. C'est quelque chose qu'il y a très peu de gens qui comprennent l'importance de cet événement en fait. Donc pas seulement ça ne parle pas de ça, mais ça nous rappelle, les gars, c'est le plan. Et vous allez voir, c'est énorme ce que Q a publié et c'est un delta aussi. Ce n'est pas juste un post comme ça. Donc, ne tombez pas dans le piège de regarder les élections à travers l'œil des médias. Rappelez-vous, les médias, ils montent tout le temps. Et leur objectif maintenant, c'est de diviser. Et ils essayent de diviser comment ? Et de démoraliser. Et c'est eux d'ailleurs qui parlaient de vague rouge, vague rouge, vague rouge, vague rouge. Et les gens, et maintenant les mêmes disent en fait, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce que ça provoque chez les gens ? Ça provoque une déception. Sauf que la victoire, elle est là. La victoire, elle est là. On s'en fout de combien de sièges. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de sortir l'armée. C'est une victoire énorme dans tous les aspects. Oubliez tout ce que les médias vous disent, tout ce que les spécialistes et tout ça vous disent. La situation, elle est bien meilleure que celle qu'on peut penser. Oui. Et cette même personne qui est déçue, Alberich, qui est déçu de ces élections, je parle à lui parce qu'il y a beaucoup qui sont dans son cas à lui en fait. Il dit oui, pour moi, elle a eu lieu la triche, mais après 2020, ça sonne un peu comme une impuissance des patriotes. Mais la triche de 2020, elle a été laissée faire en fait. Parce que si Trump était au pouvoir et qu'il faisait toutes ces choses que Biden a fait, ça reviendrait dans la gueule de Trump. Et les gens diraient dictateur, méchant, machin, blablabla. Alors que même si Biden était là, notamment. Voilà, même si Biden était là, les choses, elles ont évolué dans la direction qui arrange le plan. Parce que regardez aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir cette vague rouge. Et il y a beaucoup de choses que si elles passaient sous le nom de Trump, ça passerait pas, quoi. Et donc, l'avantage maintenant, c'est quoi ? C'est que si il y a le Sénat et le Congrès qui est pris par les républicains, ça veut dire que le Deep State n'a plus aucun pouvoir parce qu'ils peuvent faire bloc face à Biden et bloquer toutes les lois et toutes les choses qu'il propose. Déjà réparti les rôles. On a juste avant, on a Charlotte Châtelet qui dit l'opération QAnon. Il n'y a pas d'opération QAnon. Donc déjà, ça commence mal ta phrase. Ça n'existe pas QAnon. L'opération QAnon est une opération d'ingénierie sociale visant à discréditer à la fin le travail sérieux de l'analyse politique en enfermant la contestation populaire dans l'attentisme. Le travail sérieux de l'analyse politique, on le sait que parler de politique, on voit ce que la politique a fait jusqu'à aujourd'hui et les solutions qu'elle a apportées. Donc, moi, je te dis déjà, quand tu commences avec l'opération QAnon, tu sors. Il n'y a pas de QAnon. Ça n'existe pas. Il y a l'opération militaire qui s'appelle la tempête. Et Q, c'est l'attaché de presse de cette opération militaire. Point. QAnon, ça n'existe pas.
Donc ce que tu dis, oui, l'opération QAnon, c'est les médias de masse qui l'ont mis en place pour décrédibiliser l'opération militaire. Et par contre, je t'assure pour une chose, c'est que nous sommes tous sauf attentistes. Nous ne sommes pas dans l'inaction. C'est juste que notre action n'est pas celle qui est attendue par l'ennemi. Notre action, c'est pas de sortir dans les rues, c'est pas de s'énerver, c'est pas d'insulter les gens. C'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour être la meilleure version de moi-même, et en l'étant, je donne l'exemple aux autres pour attirer le monde vers une vibration plus haute, vers un changement, vers quelque chose de meilleur, à être le changement qu'on veut voir dans le monde. D'accord, on fait la version la plus difficile du changement. Intéressant, dans la vidéo qui est juste en dessous, là, c'est Cash Patel qui s'exprime. Bon, elle n'est pas traduite, mais elle fait 22 secondes. Alors lui, bah, on va l'écouter, elle fait 20 secondes. Ouais. Well, I think Ron DeSantis is going to run, no question about it. Donc DeSantis, il va se représenter. Je me pose même pas la question. And I don't think he needs any other people telling him that. Il n'a pas besoin d'autres personnes lui dire ça. Ron's a great governor. He's done a fantastic job in Florida. C'est un gouverneur fantastique. Il a fait un travail excellent en Floride. And he wants to be president. Et il veut être président. It's no surprise. So il n'y a pas de surprise. Donc en gros, voilà, c'est ça qu'il dit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il vous dit exactement le contraire de ce que je viens de vous dire. Ok. Bah, moi, ça me paraît un peu logique. Parce que si jamais c'est un piège qui est tendu, Cash Patel, qui est quand même le porte-parole de Trump aujourd'hui, là, depuis plusieurs mois, là, depuis pratiquement un an, il dit aux gens, bah alors porte-parole du plan. Porte-parole du plan. Porte-parole du plan. Ouais. Officiellement, il se présente comme voilà, moi je suis le copain de Trump et voilà ce que je pense de Trump, je suis un proche de Trump et je m'exprime sur Trump. Pour les gens qui ont même pas conscience du fait qu'il y a un plan, tu vois. Et là, il dit, ah ouais, attends, Cash Patel, il dit qu'il va se présenter, oulala, il doit savoir, il doit être sûr de son coup. En plus, t'as vu la chicane, elle est en train de prendre. Donc moi, il faut que je choisisse Trump ou DeSantis. Ouh, j'aime pas Trump. Donc voilà une occasion pour lui faire du tort. Hop. Et voilà comment tu nettoies un petit peu l'échiquier de quelques infiltrés qui étaient encore là. En tout cas, ça c'est ma lecture. Hein. L'avenir nous dira si j'avais raison ou si j'avais tort. Mais voilà sur la question de DeSantis. Moi, je pense qu'il connaît son intérêt et qu'il sait que là, en ce moment, il y a énormément de gens qui sont frustrés de 2020, qui se sont fait voler leur vote, qui ont dit, moi, j'ai voté pour que Trump soit élu, Trump est élu, Trump n'est pas à la Maison Blanche. Et donc, à un moment donné, cette frustration doit être adressée d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a eu fraude ou est-ce qu'il n'y a pas eu fraude? C'est pas ça. Tu veux savoir ce qui s'est passé et de ce que j'ai compris des postes de Q, d'accord? Ces capacités de triche qui est basée sur aussi de l'intelligence artificielle, elle a certaines limites. Tu vois, elle peut récupérer jusqu'à un certain pourcentage. Au-delà de ce pourcentage-là, le système n'arrive plus à le faire d'une manière discrète. D'accord? Donc, les effets secondaires apparaissent. Et c'est ça qui provoque la vague rouge. Ça l'avait fait en 2020, comme on a pu voir avec les documentaires de Mille Mules, comme on a pu voir aussi avec Mike Lindell, tout ce qu'il a fait avant. On a pu le voir. Mais là, cette fois, c'est encore plus fort. Tu vois? Et le fait que c'est encore plus fort fait que... il y a ce genre de bugs qui apparaissent qui sont... La machine, elle n'arrive plus à faire. Tu vois, l'algorithme de triche n'arrive plus à fonctionner correctement, en fait. Parce que le décalage est tel que ça ne peut pas récupérer les vols votés. Donc, du coup, il est obligé de répéter des schémas et des patterns. Et du coup, ça devient visible. Et donc, la vague rouge, elle a bien eu lieu. Salut, qui nous a traduit ça. Voilà, 20% des tabulatrices du comté de Maricopa, où il y a quand même énormément d'électeurs, c'est le plus gros comté d'Arizona, ne fonctionne pas. Donc en gros, voilà, les gens, ils arrivent pour voter. Bisous. Et ils peuvent pas voter, en fait. Et donc du coup, ils restent en ligne. Trump leur a dit, restez là, ne partez pas avant que vous ayez pu voter. Ils sont restés des heures et des heures et des heures. Donc dans le tas, combien il y en a qui ont dû partir parce que les enfants, parce que la famille, parce que je dois pisser, parce que j'en ai marre, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens, évidemment, uniquement dans des comtés à forte majorité républicaine, quand même. Donc voilà ce qui s'est passé. Lisez bon, voilà, vous verrez. Issue that's going on out there in about 20% of the vote centers. Again, we have 223 vote centers across the county. In about 20% of those, when people will go and they try and run the ballot through this tabulator, maybe 1 out of every 5 or so of those ballots, they're not going through. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même encore des machines de vote qui ne donnent rien. Ces choses-là n'arrivent pas en 1870 là quand on faisait les votes tu vois genre papier là, ça n'arrivait pas ce genre de choses. La question du vote par correspondance. 40 millions de votes par correspondance.
Alors qu'il n'y avait même pas de Covid pour le justifier, hein, quand même. Hein. Et tous les problèmes que ça cause les votes par correspondance, donc on sait que c'est un vrai souci. Là, je vous ai mis des screenshots d'une interview qui vient de NBC, donc full mainstream, à gauche et tout ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il raconte, parce que dans cette interview, je vous ai juste mis quelques screenshots, il y a des faits intéressants. Ah oui, non, c'est un peu plus loin. Là, on a une autre, voilà, à partir de 9 secondes. Voilà, bah juste, je vous ai traduit en dessous qu'est-ce qu'il dit le bonhomme. À 9 secondes, il dit... Donc, ils vont accepter des bulletins de vote encore jusqu'à demain. L'élection, c'était mardi. Demain, on est samedi. Ils acceptent encore des bulletins de vote si jamais le cachet de la Poste est bon. Et on se rappelle que justement, en 2020, il y avait un gars qui était sorti, qui travaillait à la Poste et qui avait fait whistleblower chez Projet Veritas. En chef de service, il avait dit tous les bulletins de vote là qui sont arrivés aujourd'hui, vous les marquez avec la date d'avant-hier, comme ça, bah ça passe. Comme ça, on peut les prendre en compte pour bien tricher. Donc encore un exemple flagrant de vol d'élection, hein, qui est fait ici et qu'on a déjà vu en 2020. Avant de passer à la suite, il y a 2 nouvelles. J'ai regardé avec Isabella le film Les Secrets de Dumbledore parce que on aime bien Harry Potter. Et les gars, je vais vous faire un gros spoiler alert. Vous l'avez vu le film ou pas? Non. Mais je ne veux pas le regarder, Dumbledore est gay. Voilà. Ah bah oui, ça fait tout. On le sait depuis longtemps. Un petit vieux monsieur, il est joyeux. Franchement, j'y vois pas le mal. Hein. Moi, non, mais c'est pas ça. Je comprends mieux pourquoi Rawlings là, elle est en train de se faire attaquer de tous les sens et pourquoi elle est fâchée. Ils sont en train de déformer tous ces caractères en fait. J'ai rien contre les gays encore une fois, mais c'est juste pas nécessaire. C'est quelque chose qui vient juste alimenter cette culture woke en fait. Concrètement, vous vous rappelez de la section 230? La section 230, c'est cette loi qui permet aux plateformes comme Facebook, Twitter, etc. de faire tout et n'importe quoi, de censurer, de diriger l'opinion publique vers telle ou telle direction. Et cette loi-là, on avait dit qu'il faudrait qu'elle tombe. Devinez qui a proposé à ce que cette loi-là soit revue et éventuellement retirée pour arrêter de protéger les réseaux sociaux. Ce sont les démocrates, ce sont les gauchistes, ce sont les woke, ce sont ouais, voilà, vous avez compris. En gros, avec l'achat de Twitter, l'ennemi de la liberté lui-même est en train de demander à ce qu'on retire la section 230 pour que la plateforme Twitter soit jugée comme une plateforme qui fait de la promotion de telle ou telle idée. D'accord ? Jusqu'à là, ils ne voulaient surtout pas l'enlever. Mais en enlevant cette loi-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enlèvent la liberté de censure à Facebook, à YouTube et à toutes les autres plateformes. Parce que c'est la loi qui protège la censure, en fait. D'accord ? Et parce qu'ils flippent avec ce que Elon Musk est en train de faire, ils préfèrent sacrifier tous les réseaux sociaux en demandant eux-mêmes le retrait de la section 230. C'est incroyable. On savait, la section 230, c'était le cauchemar de l'humanité parce que c'est ce qui permettait à la censure d'être impunie. D'accord ? Un des cauchemars de l'humanité. C'est un truc quand même super important, tu sais, la pensée. Donc on pouvait être censuré sans problème, les autres en face pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans la moindre conséquence, d'accord ? Et là, ce sont eux qui étaient à l'origine du problème, qui maintenant demandent ça, ils sont demandeurs de ça. Et du coup, la raison pour laquelle on pose ça, problème, réaction, solution, le retour du boomerang, c'est parce que la question se pose. Regardez, ce sont ceux-là là, qui demandent... Communications Act, voilà. which basically allows this to happen. I think it's section 230. Alors, la loi qui permet à cette folie de se produire, la folie de Twitter, c'est la section 230. Protection of social ça permet à la protection des médias sociaux media as just platforms. et des plateformes sous le prétexte de la liberté d'expression. Elle dit, genre, oh là là, c'est pas bien. They just say that they're third-party platforms. They're not the ones that are putting it out there. Ils disent que ce sont des plateformes tierces et ce ne sont pas eux qui mettent l'information en circulation.
En gros, ça leur posait pas de problème jusqu'à là. Maintenant, ça leur pose problème parce qu'Elon Musk a pris Twitter. Et il a pris Twitter, il a fait une promesse, je ferai de Twitter la plateforme qui va remplacer le journalisme des dinosaures, quoi. En gros, ce qu'il a dit. Il va donner du pouvoir aux journalistes citoyens. Et c'est pour ça que là, ils se disent, les gars, on appuie le bouton rouge, c'est pas grave si on détruit tous les autres. Il faut faire tomber Twitter, là c'est beaucoup trop dangereux. Alors juste, on va aller sur Twitter, je vais vous montrer quelque chose pour que vous vous rappelez pourquoi vous ne devez pas, on va aller chez Elon, pourquoi vous ne devez pas accorder votre autorité à aucun être humain en fait, à aucun être humain, d'accord, parce que vous aurez toujours des déceptions. Ni à rien d'autre d'ailleurs. Ça c'est Elon Musk. C'est sa photo de profil en portant cette tenue, d'accord, avec le cornu là. Et cette tenue qui s'appelle le champion du diable. Alors, il y a beaucoup de théories. Ceux qui admirent Elon Musk et sans la moindre trace de critique, ils se disent oui, mais ça c'est pour s'infiltrer ou c'est pour montrer patte blanche ou c'est pour... Ils sortent plein de raisons, tu vois. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vois un très gros problème avec cette histoire de tenue et je pense que les inconvénients, ils sont bien plus nombreux que les avantages de ce jeu-là. Il y a toute cette jeunesse et toutes ces personnes qui admirent Elon Musk. Quand ils le voient porter cette tenue, d'accord, dans un monde qui met en avant les idéologies satanistes, en l'admirant lui, ils vont se dire, si lui il pense ça, dans ce cas ça doit être court. Et ils se mettent à avoir un biais, un filtre qui va biaiser leur opinion et qui va les pousser vers le satanisme en fait. Et je prends ça très au sérieux. C'est pour ça que je vous dis, peu importe sa stratégie d'infiltration, c'est une très mauvaise stratégie qui va avoir des dégâts considérables au sein de la compréhension de la jeunesse de la réalité en fait. Et de la spiritualité dans un moment où on va emmener au goût du jour cette histoire de satanisme et de Christ, etc., etc. Ça va polariser le monde encore plus. Donc, je suis en train de perdre confiance à Elon Musk tous les jours. Et plus ça va, plus je me dis finalement, je devrais faire confiance à personne d'autre que papa lui-même. Et que l'évolution du monde passe entre moi et papa. Et chacun de nous de la même manière, évidemment. D'accord ? Donc, je vous le dis, n'accordez pas votre autorité ni sur Elon Musk, ni sur Donald Trump, ni sur Baron Trump, ni sur personne. Personne. Parce qu'il y a des questions qui sont posées. J'aimerais vous la présenter pour qu'on la voit tous ensemble, si ça vous dit. Thierry ? Si. Voilà, merci beaucoup. Regardons. Bonjour tout le monde. Je suis en train de rentrer de la promenade avec mes chiens. En fait, depuis ce matin, je suis en train de voir un phénomène qui avant était beaucoup moins grave, mais maintenant est en train de s'aggraver considérablement. Et je me pose des questions par rapport aux conséquences. Je vous montre. Voilà, tout ce que vous voyez au fond là-bas, en fait ce matin, c'était des petites traînées comme celle-ci là, les fines. Les fines, quand le vent passe et quelques minutes passent, elles finissent par s'épaissir. Et là-bas au fond, c'est devenu carrément un ciel couvert. Et là, c'est en train de faire la même chose. Les traînées les plus fines sont en train de grandir. Et quand on regarde par là, tout ça, c'était des traînées tout à l'heure qui ont fini par se mélanger entre eux et former des nuages comme ça. Donc la question que je me pose, c'est où sont les couloirs aériens? Parce que c'est partout et ça va dans tous les sens. Donc, je dis pas qu'il s'agit de chemtrails qui cherchent à nous rendre malades ou je sais pas quoi. Je dis que ces choses-là, elles ont forcément des conséquences sur le climat, puisque s'il n'y avait pas eu tous ces avions qui allaient dans tous les sens, le ciel aurait dû être parfaitement bleu aujourd'hui. Et un ciel bleu, forcément, ça donne pas le même résultat qu'un ciel comme celui-ci. Et encore une fois, je cherche à comprendre la logique. Je sais qu'ici, il y a les avions qui montent du sud, je les suis parfois. Donc les avions qui montent du sud, de la Grèce, de l'Albanie, de la Turquie, ils passent par là comme ça, en fait, et ils montent direction Paris. Ou direction Zurich, ou direction Genève, ou direction
Berlin et tout ça. Mais là, ça n'a absolument aucun sens que je vois. Donc, je dis pas encore une fois que ce sont des chemtrails qui sont en train de chercher à nous tuer ou je sais pas quoi. Je me pose juste la question, quelles sont les conséquences environnementales de ce genre de traînées? Et est-ce qu'elles sont naturelles dans le sens où est-ce que tous ces avions-là, ils passent par là où ils sont censés passer ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que j'ai entendu parler de la géo-ingénierie et comment elle pourrait fonctionner. Et ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de voir là. Encore une fois, le fond là-bas, à la base, c'était 2-3 traînées fines comme ça. Après 4, après 5, après 6, et après le tout s'est mélangé et ça a fait ça. Je l'ai vu se faire en temps réel et c'est pareil de l'autre côté. Le ciel qui était censé être tout bleu, maintenant il y a comme un voile nuageux au-dessus, un peu dégueu. Donc voilà, au lieu de parler de réchauffement climatique et d'essayer de nous couper le chauffage, il n'y a pas moyen de faire un truc avec ça, de ramener les couloirs aériens comme ils étaient dans le passé et tout ça. Et on ne peut même pas dire que c'est à cause de l'augmentation des vols parce que depuis le Covid, le nombre de vols a diminué, les voyages en avion ont diminué, donc et on a vu ce genre de choses aussi pendant le Covid, là où les gens n'étaient même pas censés voyager beaucoup. Donc je me pose la question, est-ce que ça serait pas ça, ce qu'on appellerait un coup sous faux drapeau climatique? Alors voilà, je remarque qu'il y a beaucoup de passion à propos de ces sujets. Les amis, je vais vous dire quelque chose. À l'époque de J'ai un doute, c'était un des premiers sujets que j'ai traité. C'était il y a 12 ans. D'accord? Et le truc, c'est que j'ai tendance à faire les choses à fond. Je ne sais pas faire à moitié. Donc, j'ai fait à fond. Je suis passionné. Je suis devenu passionné de l'aviation. J'ai rencontré des pilotes. J'ai rencontré des professionnels. J'ai rencontré des techniciens d'avion. J'ai regardé plus ou moins tous les documentaires qui existent. Oui, tout le monde parle du livre de Claire Sévrac et quelqu'un qui dit « Alors, elle nous aurait menti ». J'en sais rien. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Et ne me dites pas... Enfin, vous ne savez pas le temps que j'ai passé dans ces recherches-là. Le temps que j'ai passé pour arriver à la conclusion que ces traînées-là, il y a deux types, d'accord? Et je vous le dis, il y a les chemtrails, ça existe, je ne dis pas le contraire, mais les chemtrails, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à mettre en place et à faire partout. Donc les chemtrails existent à certains endroits spécifiques. Par contre, pour le reste des traînées comme ça, je pense que c'est autre chose, et cette autre chose-là a des conséquences qui sont claires pour le climat. Pendant qu'on se prend la tête sur les maladies qu'elles engendrent, il n'y a personne qui remarque les effets que ça a sur le climat. Parce que moi, je me rappelle de cet article du Monde qui disait que Bill Gates veut obscurcir le soleil parce que blablabla. Voilà. Mais le truc, c'est pendant que nous, on parle de chemtrail, on passe à côté de la vérité, en fait, de la vraie chose qui est en train de se passer sous nos yeux. Et on se prend la tête des chemtrails et les autres, ils se foutent de notre gueule et pendant ce temps-là, ça continue. D'accord? Alors que c'est factuellement prouvé que ça a des conséquences sur le climat. Ça a été prouvé à l'époque du 11 septembre quand ils ont annulé pendant 3 jours les vols au-dessus des États-Unis. La température a changé. Donc, ils sont en train de faire quelque chose avec ça qui, à mes yeux, selon mes conclusions personnelles qui se basent sur une recherche qui remonte, d'accord? Voilà, c'est mon opinion. Les chemtrails, ça existe, mais ils sont une minorité. Ces traînées qu'on voit dans le ciel, on peut les appeler chemtrails dans le sens où ça peut venir des ingrédients chimiques qui sont dans le carburant et qui font que ça laisse derrière des saletés, les nuages se forment plus facilement. Mais je ne le vois pas comme ils mettent des maladies dedans ou des choses comme ça qui veulent nous tuer. Non, je ne pense pas à ça. Non, mais il pourrait... Le soleil, d'accord, a des conséquences beaucoup plus graves sur l'humanité que les vaccins, avec des effets secondaires, même s'ils sont extrêmement graves pour 90% des vaccinés. Masquer le soleil, c'est beaucoup plus grave que ça. Masquer le soleil aussi, ça permet de contrôler le climat et de créer des zones.
tu vois, de prendre le contrôle du climat. On est en train de revivre ce que d'autres civilisations avaient vécu il y a très très longtemps. On est en train de refaire la même chose. Ce n'est pas nouveau, d'accord? C'est pas de nulle part qu'ils leur viennent ces idées-là. Donc, voilà, et du coup, ils vont sortir ce genre d'article. Ah, le grand froid va tuer des gens. Ah, le grand chaud va tuer des gens. Oui, ok, d'accord. Et faites quelque chose. Nettoyez-nous le ciel et laissons la nature faire les choses à sa manière. Parce que ça, ça peut tuer. Il y a Katiwa qui demande qu'est-ce qu'on fait alors? C'est une très bonne question. Surtout, on ne se laisse pas manger le cerveau par cette espèce de narratif. On pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Si on arrive, écoutez, si on arrive et on dit ce sont des reptiliens qui descendent de la lune creuse, qui sont en train de propager des éléments chimiques pour transformer nos cheveux en je sais pas quoi, et là, c'est pas crédible. Si on dit ce sont des traînées chimiques qui tombent sur la Terre et qui nous rendent malades, etc., etc., il y a une manière très simple de faire. Tu fais un prélèvement, tu prends un spécialiste, tu fais un prélèvement, tu fais un check, et voilà, c'est réglé. Mais ce n'est pas le cas. Il y a certains endroits où ça a été fait, et oui, là, il y a un problème, parce que les chemtrails qui sont faits pour empoisonner les sols, c'est réel. Mais ce n'est pas partout. D'accord? Alors, vous vous rappelez, au dernier live, on vous a dit qu'Evelyn de Rothschild est mort. On vous a aussi dit qu'Evelyn de Rothschild, c'était quelqu'un d'extrêmement important parce qu'il était à la tête de l'entreprise qui gérait la fortune de la royauté anglaise, qui est à la tête d'un empire gigantesque qui mélange plusieurs pays dedans. Vous savez également, ce qu'on vous a déjà dit sur un certain article, Pilule rouge à prendre avec un verre d'eau, que la famille Rothschild, c'est la raison pour laquelle on a dit qu'on va bientôt parler de Rothschild aussi, tu vois. C'est drôle, hein? Q, il nous suit. On dirait que Q regarde les décodeurs. Bref, c'est rigolo. Et en fait, on a fait cet article-là. D'ailleurs, je vais juste le trouver vite fait. Hop, pilule rouge. Rouge. À prendre avec un verre d'eau. Où est-ce que c'est? Oh là là, ça va être compliqué. Tu veux bien essayer de... T'as pas cliqué sur pilule rouge. T'as pas cliqué sur le... Oui, clique sur l'onglet pilule rouge. Ah non, c'est pas une pilule rouge comme ça, en fait. C'est un article qui s'appelle « Une pilule rouge à prendre avec un verre d'eau ». Bref, mais c'est un article vas-y, continue, je vais essayer de te le trouver. Qui remonte il y a très très longtemps, en fait, et qui parle justement de comment les Rothschild contrôlent l'écrasante majorité des banques centrales dans le monde. Et en contrôlant les banques centrales, ils contrôlent le flux de l'argent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement une planche à billets avec une quantité infinie d'argent qu'ils peuvent imprimer. Bien sûr, ils doivent le faire d'une manière contrôlée, sinon avec l'inflation, ils provoquent la chute du système. Mais ils ont quand même une richesse infinie. Comment? Sur Private, l'article. Voilà. En gros, ils ont une machine... ils ont le droit, eux, d'imprimer les billets qu'ils veulent. Donc, voici l'article en question. Et voilà la carte. Tout ce que vous voyez en rouge a une banque centrale qui est contrôlée par un Rothschild. Alors, bien sûr, depuis que Q a publié cette carte, enfin, ces pays-là, la carte, elle a changé, d'accord? La Russie, elle est en train de se libérer définitivement de tout ça. Et il y a aussi d'autres pays qui commencent petit à petit à se libérer de ça, du système des banques centrales contrôlées par des entités privées qui sont contrôlées à travers un système ultra complexe par la famille la plus puissante du monde, qui sont les Rothschild. Encore une fois, on parle des banquiers Rothschild, pas des juifs Rothschild, parce que du coup, l'aspect religieux de tout ça, on n'en a rien à foutre en fait. Il pourrait être musulman, il pouvait être bouddhiste, il pouvait être même pastafarien, on n'en a rien à foutre. On parle là, en l'occurrence, de leurs activités bancaires qui n'ont rien à voir avec la religion et la spiritualité, ok? Donc, Monique. Non, justement, pas mammonique, ça n'a rien à voir avec la religion, la spiritualité, on ne veut pas entrer là-dedans, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ça, le principe des banques centrales. Et Evelyn de Rothschild, il faisait partie des plus haut placés au sein de la famille, parce que la famille Rothschild, c'est une très grande famille, d'accord? Et tout ce pouvoir, il est divisé à plusieurs personnes, ce n'est pas une personne qui contrôle. Mais Evelyn de Rothschild, c'était un des plus puissants là-dedans. Un des plus puissants. Il n'est plus là. Et cela, ça a des conséquences. Je pense que le système financier va se vautrer d'une manière incontrôlable, contrairement à la démolition contrôlée qu'ils ont voulu mettre en place. Et donc, ça tombe bien qu'on parle des graines germées aujourd'hui, etc. C'est quand cela va arriver, il y aura une période où pendant quelques semaines, l'humanité va chercher un petit peu savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. D'accord ?
Et pendant cette période-là, vous avez intérêt à ne pas avoir besoin des magasins, des commerces ou des trucs comme ça. Donc Q, il est en train de nous dire que mettre fin à ce système sans fin qui a commencé en 1913. C'est la réserve fédérale qui a commencé en 1913, qui est la banque centrale qui imprime le billet international, le dollar. Le dollar qui est une monnaie très spéciale parce qu'ils peuvent imprimer tant qu'ils veulent et puisque c'est la monnaie internationale, ce sont les autres pays qui se bouffent l'inflation. Vous comprenez? Et ça, c'est fini. C'est bientôt, ils vont mettre fin à ça. Donc, encore une fois, intéressez-vous à avoir 1 ou 2 pièces d'or si vous pouvez, 1 ou 2 pièces d'argent si vous pouvez. Gardons ces choses-là en tête et